Bonjour. France Islam consacre l'émission d'aujourd'hui à un sujet très important, mais qui a été un peu abandonné, mais qui a été repris par notre invité d'aujourd'hui, Samira Bentourki Saïdi, qui a fait des études en communication et en réalisation audiovisuelle et qui a participé à des films comme celui sur Warda, Al Jazairiya et sur Antonio Quinn, entre autres, et qui a travaillé de manière avec beaucoup de persévérance et de courage pour reprendre ce sujet des navigateurs arabes, les explorateurs et l'art et la science de la navigation à l'époque, avec ses connexions avec l'exploration de l'Amérique. Et au bout d'un travail de plusieurs années, elle a produit un grand livre très bien soigné, avec beaucoup de photos et écrit très très clairement. Et elle a voyagé un peu partout où elle a pris des photos dans les lieux de mémoire, les sites archéologiques, les ports où il y a des traces donc, de navigateurs arabes. Donc elle a fait un peu comme Saoudi à l'époque qui allait partout là où il pouvait trouver des récits intéressants pour ses livres, et avec le principe que Ardullahi wasi'atun, c'est la mondialisation déjà à l'époque. Donc Samira Bentourki Saïdi, bienvenue. Je vous remercie. Alors est-ce que vous pouvez nous exposer brièvement les raisons qui vous ont amené à reprendre ce sujet qui a été abordé par des gens de haut niveau, mais qui ont été découragés par des réactions négatives? Eh bien, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la première chose en fait, qui m'a poussé à faire ce type de recherche, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, j'ai voyagé énormément. Surtout, et j'ai visité énormément de sites archéologiques un peu partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Tunisie ou en Jordanie ou Syrie ou partout ailleurs. Et donc, je me suis posé également un certain nombre de questions dès le départ. C'est comment se fait-il que les Amérindiens aient été quelque part un peu abandonnés? Ils n'ont pas reçu de messages et ils n'ont pas reçu de messagers. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas au courant d'un quelconque... Enfin, on a cru que nous n'étions pas au courant en fait, de ce qu'il y a eu comme voyage ou comme révélation. Donc, je me suis attelée à la tâche d'essayer de pister un peu l'histoire des Amérindiens et d'essayer de retrouver des traces de prophètes et messagers. À la base, c'était vraiment la première chose qui m'a poussée dans cette direction. Ensuite, après les découvertes que je faisais au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que dès le départ, il y avait la présence de la langue arabe, particulièrement en Amérique du Sud. Et donc, il y a des inscriptions en Il arabe. y a des inscriptions qui ont été retrouvées sur un certain nombre d'artefacts, et il y a même des villes entières qui ont été... on va dire, bâtis et dont le peuplement était arabe, aussi bien en Amérique centrale que du Sud ou même aux États-Unis d'Amérique. Je donne à titre d'exemple celui de la ville de Iraka, qui se trouve près de Bogota et qui s'avère avoir été fondée entre autres par les Arabes avant l'islam et qui ont laissé de nombreuses traces. D'autres villes, d'autres pays même comme le Guatemala, qui ont, à la surprise générale, montré une population qui était arabe, habillée à la mode arabe, qui a surpris des voyageurs aussi bien anglais qu'espagnols, français, belges, et dont ont parlé un certain nombre d'auteurs français, entre autres. Ça paraît assez contradictoire avec les idées reçues concernant les Arabes, peuple du désert, donc peu attirés par la navigation, a priori. Eh bien, personnellement, j'ai moi-même longtemps cru, à force de lecture faussée par un certain nombre d'éléments qui étaient insérés dans les textes qu'on nous servait comme un peu du prêt-à-porter intellectuel, j'ai cru moi aussi que les Arabes n'avaient pas du tout le pied marin.
Ben, c'est la thèse d'un grand géographe, là, je ne sais pas s'il vit encore, c'est Xavier de Plagnol, qui a créé tout un livre pour dire que les Arabes ne s'intéressaient pas à la mer. Eh bien, c'est totalement faux. Les premières, bon, il y a eu les caravanes du désert, bien entendu, mais il y a eu également les grandes caravanes maritimes qui avaient pour navigateurs Les des vaisseaux Arabes. du désert et les vaisseaux de la mer. Exactement. Ils étaient, en fait, ils avaient le pied marin aussi bien que le pied. On va dire, Alors, ces inscriptions, alors, c'est quelle écriture arabe Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État du Nevada, c'est l'écriture koufique qui a été retrouvée. Ah, donc très ancienne. Ça date du 1er siècle de l'Hégire. Carré ou cursive Cursive. Oui, et donc qui a donc prouvé une présence arabo-musulmane, celle-ci, dans les États donc, de Californie et du Nevada, ainsi qu'un certain nombre d'écoles qui enseignaient des matières aussi importantes que la géographie, la navigation, les mathématiques ou la religion. Et ces découvertes, il faut le souligner, ont été faites par un certain Barry Fell, qui était professeur de Harvard aux États-Unis. Quelle période Il l'a découvert au début des années 70. Assez récent, oui. Oui. Enfin, relativement, oui. Relativement récent. Mais il y a eu d'autres... Harvard, c'est très prestigieux, donc il a dû susciter des réactions de contestation. Il s'est fait littéralement lyncher par les médias qui ont essayé de le décrédibiliser en disant comme quoi il essayait de plaire aux religieux et particulièrement aux arabo-musulmans. Or, Barry Fell était quelqu'un... Les Arabes n'avaient pas beaucoup de pétrole à l'époque, ils n'avaient rien à convoiter, en dehors de la vérité historique. C'est plutôt la vérité historique. C'était avant le choc pétrolier ou après? C'était en 1974. Oui, donc... Mais de toutes les façons, même en dehors de Barry Fell, il y a un certain nombre d'auteurs, enfin de chercheurs indépendants d'une intégrité à toute épreuve, qui ont étudié, et certains d'ailleurs étaient également professeurs à l'université américaine de Harvard, qui ont prouvé par A plus B qu'il y a eu une présence arabe en Amérique avant Christophe Colomb, africaine, musulmane avant Christophe Colomb. Parmi eux, donc, il y a Leo Wiener qui a écrit un livre en 3 volumes composé de plusieurs centaines de pages où il a détaillé de manière vraiment poussée le langage des Amérindiens et la présence de la langue arabe dans les différents dialectes amérindiens. Lui-même était originaire de Pologne, était polyglotte, il parlait une vingtaine de langues, dont la langue arabe et un certain nombre de langues africaines. C'était avant le professeur d'Harvard. Celui-ci était au début du XXe siècle. Mais il y a eu également, en même temps que Barry Fell, et un certain Cyrus Gordon, qui a écrit un livre sur l'Amérique avant Christophe Colomb, et qui, lui, a souligné donc, la présence arabe de manière permanente en Amérique avant Christophe Colomb, les échanges maritimes qu'il y avait, qui étaient établis, donc, non pas de manière exceptionnelle, mais vraiment permanente, et a été découvert d'ailleurs au large du Venezuela, une épave de bateau avec énormément de pièces de monnaie, parce que la numismatique, c'est l'un des points forts de l'archéologie, qu'elle soit sous-marine ou autre, qui prouvait une présence arabe datant de 800 ans après Jésus, alayhi salam. Et donc, oui, donc c'est du temps de Rachid à peu près. Voilà. Donc, il y a énormément de preuves, d'artefacts, de sites archéologiques qui prouvent une présence arabo-musulmane. Alors, l'inscription sur la monnaie, c'est le nom de Dieu, alors. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son prophète. Et d'ailleurs, il y a des pièces de monnaie qui ont été également retrouvées sur des sites archéologiques aux États-Unis d'Amérique. Mais ça peut être des explorateurs qui viennent, mais qui ne s'installent pas, qui repartent. Il y a eu un certain nombre de thèses. Mais les découvertes ont prouvé que certains s'installaient et d'autres repartaient et revenaient de manière assez permanente.
Mais le plus surprenant dans cette histoire, c'est que ces routes maritimes étaient connues des arabo-musulmans. Elles étaient connues des Arabes avant l'islam et elles ont continué à l'être à l'avènement de l'islam, sauf qu'il y a eu des informations qui ont été maintenues secrètes, dont les connaissances qu'avaient les Arabes de la boussole, qui était leur production. Pour eux, la Terre était ronde, la sphérécité pour les géographes arabes, et ce qui change tout, parce que les Européens croyaient que la Terre était plate, et que s'ils s'enfonçaient vers l'Atlantique, qu'on appelait comment l'océan des ténèbres. Des ténèbres, ils risquaient de se précipiter dans le vide. Alors le fait de croire que la Terre est sphérique, ça encourage ce genre d'expédition. Mais vous savez déjà, il y a un certain nombre d'auteurs également intègres qui en ont parlé, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Au début du XVIe siècle, la majorité de la population européenne était persuadée, et ça c'était selon les dires de l'Église, que la Terre était plate et qu'en arrivant au bord, il risquait d'être précipité dans le vide. Oui, sauf Galilée qui a dû être jugé à cause de ça. Il a dit pourtant elle tourne. Pourtant, elle tourne. Oui. Mais les sciences avaient été développées par les Arabes et par les musulmans. Je précise, pourquoi est-ce que je parle avant tout des Arabes? C'est pour préciser que les Arabes étaient en Amérique avant Christophe Colomb et que par c'était une science en langue arabe. Voilà, c'est une science en langue arabe. Et ce sont les Arabes qui ont développé un certain nombre de domaines scientifiques, dont celui de la navigation, de la géographie. D'ailleurs, les fameux instruments tels que le compas, la boussole, on entend aujourd'hui un certain nombre de soi-disant chercheurs qui prétendent que la boussole a été inventée par les Chinois et qu'elle aurait été ensuite transmise par les Arabes. Or, les Chinois eux-mêmes disent que nous avons en fait eu accès à la boussole du fait de navigateurs étrangers. Et ces navigateurs étrangers qui avaient tant de connaissances dans le domaine maritime, c'était les Arabes. Et d'ailleurs, les Arabes étaient présents aussi bien en Amérique que dans certaines îles du Japon, au sud-est du Japon. C'est pas contradictoire, puisqu'il y a un empereur chinois avait une flotte très puissante avec un amiral musulman. Chinois et musulmans, vers le XIIIe, XIVe siècle. Oui, début du XIVe siècle, et donc début du XVe siècle. Oui. Et donc en 1421, Zhang He, qui était un amiral musulman, dont le père était en contact direct avec les navigateurs arabes et qui partait même faire le pèlerinage à la Mecque, était revenu avec un certain nombre de données qu'il a pu transmettre à son fils, qui n'a pas été mis à la tête de la flotte chinoise pour rien. Il l'a été du fait de son appartenance à la communauté musulmane et du fait des connaissances que possédaient les musulmans de la navigation. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a un auteur anglais qui a écrit un livre en 2002 qui s'appelle 1421, lorsque les Chinois ont découvert l'Amérique, qui a essayé d'emblée d'effacer la présence arabo-musulmane en Amérique et les connaissances qu'avaient les Arabes et les musulmans de la navigation. Mais il l'a fait de manière si maladroite qu'en analysant son livre, on se rend compte qu'il essaye de jouer à un jeu qui est plutôt malhonnête au niveau historique. Et donc les Chinois ont pu accéder au continent américain du fait des connaissances qui avaient été mises à leur disposition par les arabo-musulmans. Oui, du point de vue du savoir nautique à l'époque, on a l'exemple de Vasco da Gama qui, lui, contrairement à Christophe Colomb, reconnaît tout ce qu'il devait à Ibn Majid, qu'on appelait le Mu'allim al-Akbar. Il allait le rencontrer sur les plages là, du pays du Golfe vers Oman, où il dit qu'il a appris tout ce qu'il faut pour aller très loin dans la navigation, grâce à ce grand savant qui maîtrisait l'art et les sciences nécessaires pour la navigation. Oui, alors, dans le cas de Christophe Colomb, il y a une sorte de non-reconnaissance des droits d'auteur. Déjà, en ce qui concerne Vasco da Gama, Ibn Majid était fils et petit-fils d'amiral.
qui avait écrit un certain nombre d'ouvrages sur les Le sciences. mot amiral lui-même vient de Il l'arabe, était Amir al-Bahr. Amir al-Bahr. Oui. Et pourquoi est-ce que les Portugais ont fait appel aux Arabes pour les guider dans l'océan Indien? C'est parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de naviguer sur l'océan Indien, leurs bateaux coulaient. Et leurs bateaux coulaient également du fait de leurs voiles. Ils utilisaient des voiles qui étaient carrées. Or, les Arabes avaient inventé la fameuse voile latine, qui était donc triangulaire. Et donc, ils leur ont conseillé d'utiliser les voiles latines, c'est-à-dire triangulaires, et en même temps, ils les ont guidés dans l'océan. Et donc, à partir de là, ils ont pu accéder à des coins reculés pour eux. Les navigateurs arabes invoquaient la protection divine en récitant la sourate 18 sur l'hôtel Kahf avant d'embarquer, parce qu'il est question donc le mouvement, donc la foi en Dieu et l'assurance que ça donne a dû encourager ce genre d'aventure qui était très périlleuse à l'époque. Oui, la foi en Dieu et en même temps les sciences qui ont été mises, on va dire, à leur disposition par Dieu. Ce sont des connaissances qui ont été développées. Non, ils les ont acquises grâce à leur travail grâce à leur travail, avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Oui, les grands savants, ils disent « Ba'da tawfiq illahi », oui. Mais après avoir mis toute l'énergie, l'intelligence, etc. C'est « Aqilha wa tawakkal 'ala Allah ». Exactement. Oui. Et le premier verset à avoir été mais Ibn Majid, paraît-il, n'était pas très piétiste, parce que Vasco de Gama dit qu'il buvait avec lui, il lui offrait des alcools. Donc on pouvait être savant sans être très, très piétiste. En ce qui concerne ce point précisément, on a dit beaucoup de mal d'Ibn Majid. On a dit de lui que c'était un ivrogne. Moi, je pencherais beaucoup plus pour la thèse qui soulignerait le fait qu'on a essayé de le décrédibiliser une fois qu'on l'a utilisé pour naviguer dans les océans. Les accusations à l'époque étaient très faciles. Shahrastani lui-même, comme historien qui ne respectait pas la méthodologie des muhaddithin, où il fallait vérifier tout, était accusé d'être un zendir. Donc ces accusations, il faut les relativiser parce qu'il y a des corporatismes, des rivalités entre disciplines. Oui. Mais les musulmans ont progressé parce que grâce à une impulsion de la foi, mais quand la foi a libéré les énergies, d'abord par la transcendance. Avant, les Arabes croyaient à plusieurs divinités polythéistes, païennes, etc. Et ils étaient terrorisés par la nature. Mais à partir du moment où on croit en un Dieu unique créateur, supérieur à la nature n'effraie plus les humains. Et donc ça ouvre la voie à une meilleure connaissance des sunan, des lois qui régissent le fonctionnement de la mer, de l'atmosphère, etc. Donc oui. C'est une théorie dans l'histoire des sciences communément admise. Le monothéisme favorise les recherches concernant la compréhension des sunan et des lois. Et dans le cas de l'islam, à partir du moment où il y a eu ce coup d'envoi à partir de la foi, par la suite, c'était l'acquisition des connaissances partout où elles se trouvent. Le cas de Mas'oudi, il dit « j'embarque dans un bateau pour aller aux îles Maldives, etc., pour recueillir le savoir ». Et donc il y avait une sorte de... Il n'y avait pas de frontières à l'époque. Quand il disait « Ardullahi wasi'atun », tous les grands savants disaient « Ardullahi wasi'atun ». Et donc dans cette volonté, quand Uqba ibn Nafi' lui-même, quand il arrive là sur les plages là au sud de Casablanca, il a eu une intuition qu'il y avait quelque chose au-delà de l'Atlantique. Oui. Quand il s'est exclamé pour dire qu'il avait envie de continuer. Oui. Et justement par rapport à ça, lorsque j'ai commencé à faire donc mes recherches dans le domaine maritime, je lisais un peu partout que les Arabes s'étaient arrêtés à la péninsule ibérique et qu'ils n'avaient pas tenté
de traverser l'océan Atlantique. Donc ce n'est qu'en 1492 que Christophe Colomb, le génie de la navigation, a eu l'idée que n'ont pas eu tous les êtres humains qui ont vécu avant lui, de traverser l'océan Atlantique. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi, était quelque part une insulte à l'intelligence. Et il s'est avéré qu'un certain nombre de savants, de chercheurs, d'historiens, ont découvert qu'en 1492, ce n'était nullement la découverte de l'Amérique, mais la prise de possession de ce continent qui se trouvait par-delà l'océan Atlantique. Mais pour en revenir à Christophe Colomb, il faut souligner le fait qu'il a vécu pendant plusieurs années dans le sud de l'Espagne, dans un monastère qui se trouvait à Huelva, dans la Palos de la Frontera, et où avait vécu 150 ans avant lui un moine franciscain qui avait effectué un voyage avec les Arabes du Maroc et qui avait, depuis Safi, effectué donc un séjour, enfin un voyage dans plusieurs villes des Caraïbes. Safi, c'est le port qui est au sud du Maroc, voilà. à Agadir, je crois, au nord d'Agadir. Oui. Et donc il a effectué donc ce voyage avec les Arabes et il a écrit un livre qui s'appelle Le Libro del Descubrimiento, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid. Donc j'ai pu acquérir une copie scannée de l'ouvrage et j'ai pu donc le consulter. Et il a effectivement écrit ce livre en détaillant son voyage et en citant même les noms des différentes îles qui étaient donc au-delà de l'océan des ténèbres. Et Christophe Colomb, qui avait vécu dans ce monastère, avait eu vent de cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle les moines franciscains ont été ceux qui l'ont soutenu dans son voyage, mais également auprès des rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Mais cependant, au début, il s'est gardé de leur donner les véritables informations, c'est-à-dire les données matérielles qu'il possédait pour faire le voyage. Et donc, à chaque fois, son projet était rejeté. Et il n'a fini par être accepté qu'à partir du moment où il leur a fourni des informations, les informations qui allaient les pousser à financer son projet de voyage. Et de plus, Christophe Colomb, comme on nous l'avait répété pendant si longtemps, et d'ailleurs dans tous les manuels d'histoire, cherchait réellement à aller atteindre les Indes par une route depuis l'ouest, il aurait pris la mer depuis n'importe quel point de l'Espagne ou du Portugal, mais donc à l'ouest. Or, lui, il est allé vers le sud de l'Espagne. Ensuite, il a suivi un certain parcours qui l'a mené vers les îles Canaries, pour ensuite remonter vers les îles Caraïbes. Et son journal de bord a été étudié par un certain nombre de spécialistes en la matière, particulièrement au début des années 70. Un certain John Dyson et le professeur Cuenca ont donc écrit un livre qui s'appelle « Le vrai voyage de Christophe Colomb ». Et dans cet ouvrage, on apprend que toutes les données qui avaient été qui avaient été fournies par Christophe Colomb au sujet de son voyage, des courants, des orages, des vents, étaient totalement faux. Et pour les spécialistes et pour tous, les vents ne peuvent pas changer, même à travers les siècles, ni les courants. Donc toutes les données qui avaient été notées, et pourtant ce sont des gens qui le soutenaient et qui considéraient l'ouvrage de Christophe Colomb comme étant un livre de chevet, se sont rendus compte que Christophe Colomb avait menti sur un certain nombre de points. Et ça, c'est une information qui a été reprise par un certain nombre de chercheurs. Et donc, à partir de là, on a commencé à se poser un certain nombre de questions. Est-ce que Christophe Colomb est véritablement l'auteur de la découverte de l'Amérique ? Est-ce que les informations qui ont été reprises et diffusées partout sont des informations qui sont exactes, ou est-ce que c'est une falsification éhontée de l'histoire ? D'ailleurs, à ce propos, Cyrus Gordon dit « À chaque période de l'histoire, il y a toujours de nombreux faits bien connus qui sont systématiquement passés sous silence afin qu'on cesse d'en parler. »
C'est-à-dire que la présence des arabo-musulmans en Amérique, avant Christophe Colomb, était connue. Elle était connue pendant des siècles. Mais on a fini par considérer cela comme étant un point apocryphe, à cacher, et on a cessé d'en parler. Et de moins en moins de personnes... Surtout que les Arabes, à l'époque, ont cessé de se défendre. D'abord, ils étaient moins attirés par l'aventure, et puis ils n'étaient pas là pour se défendre, puisqu'on les a chassés de la péninsule ibérique la même année, la chute de Grenade. Oui. Et c'est une période d'hibernation, pratiquement, qui commence par tout l'islam. Donc, on reprendra là, dans la deuxième partie de cette émission pour fournir d'autres références et d'autres détails sur cette histoire oubliée mais fascinante. On s'était arrêté à l'effacement des traces des navigateurs arabes outre-Atlantique et à la dissimulation d'un certain nombre de réalités par Christophe Colomb lui-même dans son journal. Mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. En partant donc du sud de l'Espagne, il s'est dirigé vers les Canaries et c'était l'itinéraire de tous les navigateurs arabes connus qui se sont lancés dans l'exploration de l'Atlantique. Alors parmi les auteurs musulmans donc, de Paris qui se sont occupés de cette question, il y a eu le professeur Hamidullah, qui a manié tous les genres et qui pratiquait un peu l'encyclopédisme de Bagdad là, au Xe siècle. Et grâce à ses séjours à Istanbul, il a consulté des manuscrits d'Idrissi et d'Aboul Fida, le prince géographe, où il a trouvé des passages concernant l'exploration de l'Amérique et les tentatives de départ à partir des côtes africaines et du sud du Maroc, et notamment l'Idrissi insiste sur le passage obligé par les Canaries. Et Hamidullah a publié en 1958 dans la revue africaine cet article qui lui a été corrigé par Charles Pella, qui avait beaucoup d'estime pour lui. L'Afrique découvre l'Amérique avant Christophe Colomb. Et Hamidullah trouve que parmi les navigateurs, il y avait des capitaines, des amiraux qui étaient issus d'une tribu berbère appelée Bardila. Et il suppose, il déduit que le mot Brésil vient du nom de cette tige de la grande tribu zénète berbère dont parle Ibn Khaldoun. Et le mot, ils auraient débarqué au Brésil au moment de cette tentative qui remonte au XIIIe siècle. Et donc on a beaucoup d'autres éléments. Là, vous avez vraiment, avec vraiment le goût du détail, là, parce que vous avez le sentiment que vous allez être contredite, comme le professeur d'Harvard, par des gens qui ne sont pas négationnistes, mais qui sont attachés à un historiquement correct. Qui refuse toute nouveauté, toute idée qui perturbe un peu l'ordre établi historique. Et donc, parmi les autres preuves, c'est des inscriptions concernant le prophète dans un site du Nevada, je crois, un des États... Oui. Et c'est celui-ci, c'est le Mohammed Nabiullah, qui est écrit donc avec... Oui, non, il faut le montrer dans le sens. C'est celui donc qui a été... Oui, en caractère koufique. En caractère koufique qui a été trouvé dans l'État du Nevada. C'est-à-dire que... Par le professeur d'Harvard. Par le professeur d'Harvard et une équipe de Californie, de l'Université de Californie. Bon, alors il y a aussi un autre livre intitulé « Les Berbères en Amérique ». Il y a également le livre qui a été écrit par le commandant Covey qui s'appelle « Les Berbères en Amérique ». Bon, je ne l'ai pas apporté aujourd'hui parce que c'est un livre qui... oui, mais qui est abondamment cité. Que j'ai cité, mais qui est fragile. Oui. Il y a eu également le livre qui a été écrit par Alexander von Wutnow et qui parle justement de...
Non, il y a une bibliographie abondante, on ne va Oui, pas oui, tout il y a montrer. Unexpected Faces in Ancient America qui prouve qu'il y a des artefacts qui soulignent une présence africaine, musulmane en Amérique avant Christophe Colomb. Il y a vraiment énormément de documents. Donc là, j'en ai apporté plusieurs. Parmi eux, il y a le fameux livre écrit par Ivan Sertima sur The Came Before Columbus. Voilà. Oui. D'accord. Mais ce livre-là... Alors, il faut traduire le titre, c'est... Et ils sont venus avant Christophe Colomb. Mais par contre, bon, il parle de la présence africaine en Amérique, mais en parlant de manière extrêmement négative des Africains musulmans. Sauf que chose que je n'ai pas beaucoup appréciée. Donc celui-ci est un magazine qui a parlé également de la présence africaine en Amérique avant Christophe Colomb. Et il a étudié par un certain nombre d'historiens, de spécialistes, et qui, l'un d'entre eux, souligne la tristesse que les Africains aient eue par la suite à traverser l'océan Atlantique en tant qu'esclaves, alors qu'auparavant, ils le faisaient au nom d'Allah. Oui, mais le cycle de civilisation s'étant terminé, et c'était parti en maîtres qui prennent l'initiative. Après, ils étaient réduits à l'esclavage parce que c'est la civilisation musulmane qui décline et qui cède la place à une autre puissance, les puissances européennes. Selon ceux qui croient au phénomène cyclique en histoire, depuis Toynbee jusqu'à Malik Ben Nabi, c'est Sunnatullahi fi khalqi, c'est pas étonnant. Nous, on est... C'est ça, oui. Mais nous, on est attristés, etc. Mais les desseins de Dieu nous échappent. Oui, totalement. Par contre, bon, certes, les desseins de Dieu nous échappent, mais il y a tout de même un certain nombre de faits d'ordre scientifique qui prouvent qu'il y a eu tout de même un travail qui a été fait à un niveau purement humain, on va dire, c'est-à-dire la falsification de l'histoire des sciences. Pendant un certain nombre d'années, au début de mes recherches, j'étais en train de faire des recherches d'essayer de découvrir plus exactement, les fameux bateaux des Arabes. Donc tous les livres en disaient qu'il n'y avait pas de traces quelconque de navires arabes. Or, il s'est avéré qu'à la fin de mes recherches, il s'est avéré que les fameuses caravelles de Christophe Colomb étaient des bateaux construits par les pêcheurs maghrébins et que lors de la traversée, des fameuses traversées des Arabes de l'océan Atlantique, ils utilisaient des bateaux qui étaient 10 fois plus grands que ceux utilisés par Christophe Colomb. Et donc, à ce sujet, il y a un article qui a été écrit par un professeur chinois qui s'appelle Wei Lan Li et qui s'appelle Mulampi, A Case for Pre-Columbian Transatlantic Travel by Arab Ships. Donc, les Mulampi, un cas de voyage transatlantique par les navires arabes. Et il parle justement du fait que les Arabes possédaient des connaissances maritimes et que c'est depuis les côtes du Maroc ou de la péninsule ibérique qu'ils voyageaient de manière permanente vers le continent qui se trouvait par-delà l'océan Atlantique. Mais il faut savoir également qu'il y a eu par le passé des historiens tels que Diodore de Sicile, qui a parlé des voyages effectués par les Phéniciens qui étaient donc des Arabes, cananéens, parce que le terme phénicien a été inventé par la suite pour parler de la teinture des bateaux des navigateurs cananéens. Donc les Cananéens possédaient des connaissances au niveau maritime. D'ailleurs, ils avaient des comptoirs un peu partout, aussi bien sur la Méditerranée. C'était un peuple de marchands. C'était un peuple de marchands, c'était un peuple de grands navigateurs. Et le terme phénicien est celui qui, quelque part, a faussé un certain nombre de données. Parce qu'on ne devrait pas dire phénicien, on doit dire cananéen. C'était des Cananéens, c'était un peuple arabe qui était issu de la péninsule arabique et qui depuis un certain nombre de points sur le golfe arabo-persique ont fait donc de la navigation l'une de leurs connaissances les plus, on va dire, approfondies dans ce domaine-là.
et qui, après l'océan Indien et après le golfe arabo-persique, sont allés en direction de la Méditerranée, puis vers l'Amérique. Donc il y a un certain nombre de sites qui ont été retrouvés également au nord de l'Amérique, aussi bien qu'au sud, qui prouvent donc une présence cananéenne là-bas. Et il y a le passage par le sud de l'Afrique. On parlait de l'article des nuages de Magellan. Oui. Massignon, en 1953, est parti à Madagascar pour défendre les prisonniers politiques. Et on lui a fait visiter le musée. Il est revenu avec un grand article sur les navigateurs arabes qui utilisaient un nuage fixe. Ils n'avaient pas besoin de boussole depuis très longtemps. Et cette manière de s'orienter était en vigueur jusqu'aux îles Maldives, les Comores, l'île Maurice, etc. Oui. Donc, les Arabes, en fait, ils ne faisaient qu'appliquer le verset du Coran célèbre qui dit « Qul siru fil ardi wanzuru kayfa kana aqibat alladhina min qablikum » Déplacez-vous sur la terre, partout, et méditez le sort de ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire étudier l'histoire et la géographie. Ce qui vous ont précédé, c'est l'histoire. Oui, oui. Et l'arri, c'est-à-dire toute la terre, là où on peut y accéder. Donc il y a une situation coranique à la base. Oui, il y a donc des versets coraniques, mais il y a également des hadiths. Et celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était endormi et en se réveillant, il a souri en se réveillant et on lui a demandé pourquoi. Il a répondu qu'il avait vu les membres de sa communauté comme des rois sur les navires. Donc ces fameux navires, en fait, les ont emportés non seulement sur on va dire les différentes rives de la Méditerranée, puisqu'ils ont pris possession en fait ils ont repris possession de la Méditerranée. Mais ils ont également traversé le détroit de Gibraltar pour aller vers le continent américain. D'ailleurs, c'est un de ses jeunes compagnons qui était scribe et qui rédigeait la Révélation, qui deviendra calife, auquel vous consacrez un chapitre. Oui. Vous dites Sidna Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Oui, hein? Oui, Muawiyah radiyallahu anhu était un fin stratège et c'était un grand commerçant qui pratiquait donc aussi le commerce, même avec les Byzantins, alors qu'il était en guerre contre eux. Et déjà son père, avant l'islam, oui. Vous vous souvenez, allait jusqu'à Constantinople, à la tête de la caravane annuelle de la Mecque. Oui, et c'est lui qui a développé, développé les flottes maritimes musulmanes qui ont permis par la suite de si grandes découvertes. Et ça, on évalue à 1200 le nombre de bateaux de la flotte. Oui. De Muawiyah. Oui. Et nous disons Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, contrairement aux néo-ismaéliens oui. qui décident de maudire les Sahaba, alors que les imamites de Ja'far Sadiq ne maudissent jamais les Sahaba. C'est une branche des Ismaéliens. Et vous savez, vous êtes en train de mettre le point sur un fait extrêmement important dans l'histoire, c'est que cette haine de la dynastie omeyyade a été principalement responsable de la falsification de l'histoire de la civilisation arabo-musulmane. C'est-à-dire qu'on a mis sous silence un certain nombre de faits qui pourtant avaient pour source des califes omeyyades. Voilà. Oui, Muawiyah a ressenti le besoin d'avoir une flotte parce qu'un de ses objectifs stratégiques, c'était la conquête de Constantinople, où il a échoué à plusieurs tentatives. Et un des compagnons du prophète, qui avait reçu le prophète à Médine, Sidna Abu Ayyub al-Ansari, est mort à Istanbul lors d'une de ses expéditions, d'où il est enterré à Sultan Ayyub, dans un quartier d'Istanbul. Oui. Et donc, toutes les dynasties musulmanes s'arrangeaient pour avoir une flotte puissante. La plus puissante de la terre à l'époque, c'est la flotte des Mouahidines, oui. les Almohades. Et d'ailleurs, les historiens attribuent la déforestation des hauts plateaux maghrébins, où il y avait des forêts très denses, par le nombre de chantiers navals ouverts par les Almohades pour construire
de plus en plus d'embarcations. Oui. Et même la dynastie des Bani Hammad, quand ils ont quitté la Qala a quitté au sud, là, je crois vers Msila, pour fuir les incursions des Hilaliens, avait pour projet d'aller vers la Sicile. Et à partir de Bougie, se doter d'une flotte, mais le rapport de force ne leur permettait pas ça à l'époque. Oui, en tous les Alors, cas... et on a un autre exemple, c'est la conquête de Tripoli par les musulmans. Ils ont réussi à mettre en déroute les Byzantins, dont les bateaux étaient arrimés là, à un déport de Barqa, je crois. Et c'est Abdullah ibn Zubayr, qui est devenu un plongeur, un homme du désert. C'est lui qui a plongé et a rattaché les cordes des bateaux. Et quand ils ont essayé de s'enfuir, ils ont été renversés. Donc voilà un peuple du désert qui devient un peuple marin très très rapidement. Oui, mais vous savez, les Arabes étaient un peuple du désert, mais ils étaient également de grands navigateurs avant l'islam. C'est-à-dire que même... En tout cas, les gens du Hijaz, pendant la période connue avant le prophète, ce n'étaient pas de grands navigateurs. Il y avait des départs vers l'Abyssinie, à partir de Yumbo ou de Jeddah, mais on n'a pas de détails sur des départs plus loin que ça. Des Arabes du sud de la péninsule arabique. Oui, mais eux n'ont été atteints par l'islam que sur le tard. Que par la suite, oui. Oui. Et en ce qui concerne donc les fameuses caravelles, comme en parlent deux géographes de la dynastie Song, oui. En 1178 et en 1225, les Arabes avaient de grands navires et ils ont cité un certain nombre de points qu'ils ne pouvaient connaître que s'ils avaient été sur le continent américain, tel par exemple la présence de certaines graines, comme celle du maïs, oui. La présence, enfin le fait que la description de l'alpaga, qui est un mouton, on va dire, qui ressemble un peu au lama et qui se trouve en Amérique du Sud. Parce que je pense que le temps nous est un peu, on va dire, nous oblige à aller vers l'essentiel. Ce dont on pourrait parler par ailleurs, c'est de la présence de l'islam en Amérique avant Christophe Colomb et de la religion musulmane dont se réclament un certain nombre de tribus amérindiennes, dont les Indiens Cherokees. Ah, ça paraît encore plus étonnant. Oui, et là, les preuves sont encore plus étonnantes, puisqu'on a le témoignage d'un ambassadeur, Dr. Robert Dixon Crane, qui dit descendre d'une famille d'imams Cherokee. Oui. Alors, s'il y a un témoignage aussi sérieux, les négationnistes... il y en a qui continuent à nier, conformément au verset qui dit ça, c'est des cas désespérés. Mais vous savez, lorsque j'étais en train de faire des recherches et que je tombais sur des découvertes qui m'ont vraiment subjuguée, j'essayais de démonter moi-même tout ce que j'avais construit pour m'assurer que ce que j'étais en train de découvrir à force de lecture était véritable, véridique et qu'il n'y avait aucun doute sur son contenu. En tout cas, vous avez le souci de la preuve et du détail, oui. À toutes les pages du livre, parce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de douteurs, des gens qui doutent, oui. Douteux et douteurs. Oui, et donc par rapport à ça, je leur ai même fait je leur ai conseillé, si jamais ils continuaient de douter jusqu'à la fin de ce livre, de justement lire cet article qui a été écrit par l'ambassadeur américain Robert Dixon Crane et qui parle donc... Qui vit toujours, hein? Oui. Bon, c'est un article de 2004, ça. Oui. Et qui est âgé. Et alors, alors c'est son grand-père direct qui était imam? Donc c'est son arrière-grand-oncle qui s'appelait Joseph Beaver, Joseph Franklin Beaver. Ça, c'était son nom anglo-saxon. Et il avait un autre nom un autre nom en Cherokee. Il a été l'un des derniers imams
avoir été formé de manière formelle par les Amérindiens donc musulmans. Ils faisaient des séminaires dans l'Oklahoma. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que les Indiens d'Amérique, ne pouvant faire le pèlerinage à la Mecque, ont repris sur les terres du grand-père de cet ambassadeur. Ils ont donc pris un territoire près, dans l'Indiana, dans lequel ils pouvaient effectuer le tawaf, donc le pèlerinage. Pour reprendre symboliquement le pèlerinage. C'est à Madagascar aussi, ils ont fait ça. Oui. Ils ont eu une Kaaba locale pour ne pas avoir à faire de longs déplacements. À se déplacer, oui. Et donc, selon l'ambassadeur américain, donc les Indiens Cherokees faisaient dès le départ leur prière à la manière musulmane. Et lorsque les soldats américains les voyaient en train d'effectuer leur salat musulmane, ils les emprisonnaient. Et donc, il a été... C'est déjà un moindre mal s'ils ne les exterminent pas. Ils les emprisonnaient et en 1905, ils ne pouvaient même plus effectuer leur prière officielle, de manière officielle. Mais dès 1830, il a commencé à y avoir le génocide des Indiens Cherokees du fait de leur appartenance à la communauté musulmane. Et ça, c'est un point donc, qui est souligné par l'ambassadeur américain. Et ils ont aggravé leur cas par, ils ont aggravé leur islamisation. Voilà. Donc, en 1839, il y a eu la fameuse Path of Tears, la route des pleurs. Durant, c'était au milieu de l'hiver. Le gouvernement américain a décrété qu'il fallait déplacer les Indiens Cherokees dans le Midwest. Et les Indiens ont compris qu'en fait, c'était la déportation à préparer leur génocide. Donc, il y a une partie qui est morte en cours de route, une partie qui est arrivée à destination, et un troisième groupe qui a fui vers le nord. Et c'est ce troisième groupe qui a essayé de maintenir en vie la religion musulmane dans le nord des États-Unis. Oui. Alors, il y a d'autres indices aussi. C'est certains vêtements, les tuniques rayées seraient d'origine maghrébine, celles que portaient et puis les calottes. Oui, justement, vous pouvez le retrouver à l'avant-dernière page. Donc, on a tendance à nous montrer les Amérindiens comme étant des sauvages qui étaient toujours à demi nus et qui avaient des plumes sur la tête. Oui, et on ne nous a jamais montré les Amérindiens donc là, portant des turbans et portant la djellaba, rayés comme au Maghreb. Oui. Et ça, c'est... Donc il y a plus que des indices. Il y a plus que des indices. Oui, il y a même... en Amérique du Sud, il y a également un certain nombre de tribus qui ont été photographiées avec des vêtements du Maghreb. Des vêtements arabes. Voilà. Alors, parmi dans le livre. Les gens qui vous ont aidé et qui méritent qu'on les cite, c'est Fouad Saskin, qui était à la tête du centre de Francfort pour l'étude des sciences, l'histoire des sciences arabes et musulmanes, et qui vous a beaucoup encouragé. Il vous a dit qu'il avait pas mal de documents, mais que personne ne voulait exploiter. Oui, alors donc, M. Sesguin, je l'ai rencontré en octobre 2016 à Francfort. Et il était, il est 92-93 ans, il était encore à la tête du centre. Il était encore à la tête du centre. Et bon, je ne vous donne pas les détails de ma rencontre avec lui parce que ça a été vraiment semé d'embûches. J'ai pu finalement donc le rencontrer. Et il m'a dit que durant 65 ans, ça a été 65 ans de kifah. C'est-à-dire qu'il a eu énormément de difficultés à convaincre les pays arabo-musulmans qui pourtant l'ont, pour certains en tous les cas, financé. Alors son centre est financé par l'Allemagne et la Turquie, notamment. L'Allemagne et la Turquie, mais à la base, il a été financé par le Malek Faisal, par le gouvernement algérien et par un certain nombre d'autres gouvernements des pays arabo-musulmans. Et donc lui, pendant 65 ans, il a essayé de convaincre les gouvernements arabo-musulmans de prêter un peu plus attention à l'histoire qui a été falsifiée. Et donc il a écrit cet ouvrage dont il m'a offert une copie en langue anglaise. Il est composé de 5 volumes et très lourd, donc je ne vous ai apporté que celui relatif à la navigation et à la géographie.
Et M. Sezgin a repris toute l'histoire des sciences pour donner les véritables auteurs de telle et telle découverte ou bien de telle carte géographique. Je vais prendre l'exemple des fameux cartographes tels que Castaldi, Ortelius et Mercator. On pense à tort qu'ils sont les destinataires d'un certain nombre de cartographies qui sont très connues et qui sont extrêmement précises. Or, ce n'était pas eux, mais Aboul Fida, qui était un géographe, un prince géographe arabe, qui était également le véritable écrivain du Tour du monde en 80 jours, et non Jules Verne. Ah, Jules, oui, là aussi il y a des droits d'auteur. Oui, il y a un problème également au niveau des droits d'auteur par rapport à un certain nombre de livres, dont Robinson Crusoe, qui a été écrit par Ibn Tufayl et non pas par Daniel Defoe, mais ça c'est... Enfin, il y avait une inspiration, et puis on omettait de citer les... ça c'est un problème général, c'est pas seulement la navigation. Non, mais là on a suffisamment d'éléments pour exhumer ce dossier complètement oublié, et il y a suffisamment de preuves pour convaincre les gens qui doutent, mais de bonne foi. Et ceux qui veulent en savoir plus ont intérêt à lire ce gros livre en attendant d'autres publications. Et donc, si vous voulez, les musulmans ont pleuré la perte de l'Andalousie par des élégies très émouvantes, comme les Kulli shay'in idha tamma nuqsanu fala yugharru bi taybi al-'ayshi insanu. هي الأيام كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. Et nous avons besoin d'une autre de poète aussi virtuose pour pleurer la perte de l'Amérique que les Arabes ont découvert avant tout le monde, mais ils ont perdu beaucoup, ils ont même perdu leur territoire par la suite. Donc merci beaucoup et à une prochaine fois quand sortiront les autres volumes. Merci à vous. Voilà.